Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 18 décembre. Henri Chalus est le nouveau président de la région Guadeloupe. Il a été investi en milieu de matinée à l'hôtel de région. Le président sortant, Victorin Lurel, a tout d'abord pris la parole et a notamment salué la victoire de son successeur. Après avoir procédé à 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris, tous les conseillers régionaux ont voté. Henri Chalus a été élu président du conseil régional avec 28 voix, soit la totalité des voix des membres de sa liste Changer d'avenir. La liste La Guadeloupe, toujours mieux de Victorin Lurel, a logiquement choisi de voter blanc. Victorin Lurel qui a ensuite salué d'une poignée de main Henri Chalus, le nouveau président de région Henri Chalus, qui a ensuite pris la parole pendant une vingtaine de minutes, un discours qu'il a terminé par une citation de Martin Luther King. La séance a ensuite été ajournée, elle a repris tout à l'heure vers midi. Henri Chalus a alors annoncé que 12 membres font partie de la commission permanente, 12 membres plus le président. Le vote des vice-présidents qui doit d'ailleurs être effectué en début d'après-midi. Bonjour Jean-Luc Icard. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Vous êtes le rédacteur en chef d'Alizé. Alors ça y est, la Guadeloupe a officiellement un nouveau président de région, mais avec vous on va revenir un petit peu en arrière. Quelle est l'histoire justement de la présidence du Conseil régional de Guadeloupe ? Alors d'abord, tentons de répondre à une question. Henri Chalus est-il le 5e ou le 6e président de l'histoire du Conseil régional de Guadeloupe en tant que collectivité locale ? C'est tout simplement le 5e nom élu directement après le vote des Guadeloupéens. Je vous le rappelle, José Moustache, 1983, Félix Proto, 1986, Lucette Michaud-Chevry en 1992, puis en 1998, et donc Victorin Lurel en 2004, puis en 2010. Mais pour l'histoire, on doit bien sûr ajouter le nom de Josette Borel l'Incertain, élu par l'Assemblée régionale en 2012 après la démission de Victorin Lurel, nommé alors ministre des Outre-mer. Mais ce ne fut qu'une présidence par intérim puisque Victorin Lurel a donc repris son fauteuil en 2014. Mais ce n'est pas la seule anecdote de l'histoire de la présidence du Conseil régional. Il y aurait pu avoir par exemple un nom de moins, celui de José Moustache, car en 1983, ce n'est pas lui qui conduit la liste de la droite, c'est Lucette Michaud-Chevry qui va donc remporter ces élections, mais elle est alors présidente du Conseil général, elle choisit de demeurer à la tête du département, et donc José Moustache devient le premier président du Conseil régional de Guadeloupe. Autrement dit, petite anecdote, petite parenthèse, Lucette Michaud-Chevry aurait bien pu réaliser 3 mandats, ce qui met un peu à mal cette fameuse théorie que l'on a entendue durant la campagne, voulant qu'un 3e mandat soit totalement impossible. Il y aurait pu avoir un nom de plus également, ou du moins un nom aurait pu remplacer un autre. Celui de Félix Proto aurait pu être remplacé par celui de Dominique Larifla, car c'est Dominique Larifla qui conduisait la liste socialiste en 1986. Ironie de l'histoire, comme Lucette Michaud-Chevry, il est alors président du Conseil général, il choisit de demeurer à la tête du département et c'est comme ça que Félix Proto est devenu président de la région. Ces deux attitudes identiques de l'époque montrent qu'à cette période-là, les ténors politiques guadeloupéens choisissaient le département plutôt que la région. Le département, c'était bien sûr l'Assemblée historique de la Guadeloupe, un budget énorme, un patrimoine surtout énorme, et la région était encore assez floue. Songez qu'il a fallu attendre la présidence de Félix Proto pour que la région construise son siège. Jusque-là, le Conseil régional de Guadeloupe se réunissait dans une salle de la Chambre de commerce. Alors aujourd'hui, Jean-Luc Icard, cette élection s'est déroulée sans surprise, sans incident majeur, mais cela n'a pas toujours été le cas. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Évidemment, l'élection aujourd'hui s'est déroulée globalement sans heurts. 1986, je vous le disais, Dominique Larifla, leader des socialistes, a remporté l'élection, mais choisit de demeurer à la tête du département. Un jeune homme, d'ailleurs, à l'époque, figure sur sa liste. Il s'appelle Victorin Lurel, qui, pour assurer la présidence, puisque Larifla a choisi de rester au département, le 2e de la liste, le 3e, un ténor, eh bien non, le nom de Félix Proto sort du chapeau. Mais de quel chapeau ? Celui en réalité du président de la République en personne, M. Mitterrand, qui a choisi d'imposer son ami intime et protégé, Félix Proto.
Félix Proto est déjà un peu, certes, connu des Guadeloupéens, mais c'est loin d'être un ténor. D'ailleurs, durant toute sa carrière, jamais il ne sera élu à l'issue d'un scrutin uninominal, et c'est pourtant lui qui fera véritablement décoller la région. Incident maintenant. À l'issue de sa présidence, Félix Proto est aux abois. Il choisit d'appeler à la rescousse le patriarche, comme on l'appelle, des socialistes guadeloupéens, je vais nommer Frédéric Jalton. Dominique Larifla a fait scission et conduit une liste qui donnera naissance au GUSR. À l'issue du scrutin, Mme Michel-Chevry arrive en tête. Elle réalise 15 voix. Frédéric Jalton, 9 voix. Dominique Larifla, 7 voix. Qui donc, pour conduire la région, pour être élu à la présidence? D'un bloc, les élus de Dominique Larifla vont voter en faveur de Lucette Michel-Chevry. D'un bloc, pas tout à fait vrai. Sur les 7 voix que compte la liste de Dominique Larifla, on découvrira lors du dépouillement un bulletin au nom de Lucette Michel-Chevry, mais un bulletin raturé. Le vote sera considéré comme nul. Alors, qui a commis cet impair? Le coupable, en réalité, va finir par s'auto-désigner quelque temps après. Il s'agissait en fait de Léo Andy, alors maire de Capesterre-Belo, qui avait choisi de ne pas cautionner totalement ce qu'il a appelé une trahison de la gauche. Et puis, bien sûr, dernier incident en date, ce fameux bouquet de fleurs offert par Victorin Lurel à Lucette Michel-Chevry, un bouquet de fleurs repoussé, Lucette Michel-Chevry qui tourne le dos et qui annonce sa démission. Merci Jean-Luc Icard pour toutes ces explications. On reviendra évidemment plus en détail sur cette investiture ce soir dans notre édition de 19h. Au chapitre économie, le grand port maritime de la Guadeloupe inaugurera aujourd'hui en fin d'après-midi la première phase des travaux du port Nouvelle Génération. Des travaux qui consistaient à redessiner et approfondir le chenal d'accès au port. On fait le point avec Karine Gielman. 980 424 passagers en transit en 2014 au port de la Guadeloupe. 95% des échanges de marchandises de l'archipel vers l'extérieur. Le port de la Guadeloupe, renommé en 2013 le Grand Port Maritime, a un bon palmarès à son actif. Pour son anniversaire, le Grand Port de la Guadeloupe lance sa première phase de travaux, celle du port Nouvelle Génération. Autrement dit, redessiner et approfondir le chenal d'accès au port. Le port se porte donc bien, notamment grâce à la saison des croisières, un des piliers de ce complexe maritime. On a rendu compte que pour ce qui concerne la Guadeloupe, les retombées économiques sont somme toute relativement importantes puisqu'elles représentent environ de l'ordre de 38 millions d'euros pour une saison qui est somme toute très courte, de l'ordre de 4 mois et demi. Avec 95% des échanges de marchandises de l'archipel vers l'extérieur, le Grand Port Maritime est un des points névralgiques de la Guadeloupe. L'agrandissement du port est estimé à 87,2 millions d'euros, un des principaux chantiers. Économie toujours, 14 commerces pointois ont récemment été épinglés lors d'une opération de lutte antifraude effectuée par les services de l'État. Plusieurs infractions ont été relevées, travail dissimulé, mais aussi absence d'affichage des prix. Le reportage sur le terrain de Muriel Barlagne. Quand il s'agit de parler de lutte antifraude concernant les commerces à Pointe-à-Pitre, les commerçants ambulants préfèrent garder l'anonymat, même s'ils se déclarent en règle. C'est le cas de cette vendeuse installée sur un trottoir. Sur son étal, des bijoux et autres accessoires et sur tous les tarifs, comme le veut la loi. Affiché pour moi, en cas où, si la douane passe, pour voir que j'ai tout affiché, quoi. Même situation pour cette marchande qui travaille depuis plus de 30 ans. Ces tarifs auraient toujours été affichés et pas seulement pour être en conformité avec la réglementation en vigueur. Bon, c'est pas tellement intéressant quand quelqu'un vient. C'est combien ça, c'est combien ci, c'est combien ça. Il vaut mieux que ça soit affiché là. Je préfère. Parce que moi, quand je vais quelque part, j'aime bien regarder les prix d'abord. Au lieu d'embêter les gens, regardez, déjà, on peut définir ce qu'on veut en fonction de ses moyens. On sait déjà, bon, il y a telle chose à tel prix, on veut ça. L'absence d'affichage de prix fait partie des nombreuses infractions relevées à l'occasion des contrôles réalisés dans le cadre du groupement opérationnel de lutte antifraude dans l'agglomération pointoise. Les différents services de l'État mobilisés ont aussi trouvé des cas de travail dissimulés. D'autres actions de ce type sont prévues dans les semaines à venir.
On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous nous rendons ce midi à Cuba, en Argentine et en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Cuba, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux voisins ennemis de la guerre froide, annoncé simultanément à La Havane et à Washington le 17 décembre 2014, avait suscité l'optimisme de part et d'autre du détroit de Floride. Mais la réalité est tout autre. Sur le plan interne, cette détente ne s'est guère traduite par un relâchement de la répression à Cuba. Les libertés sont toujours bafouées. La Havane, qui a signé en 2008 sur les 2 pactes des Nations Unies sur les droits individuels et collectifs, ne les a pas ratifiés ni respectés. L'usage d'Internet reste limité à une infime minorité et les contrats de travail ne sont pas libres. L'État maintient sa tutelle sur l'embauche. Bien que les flux touristiques en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord, 3 millions de visiteurs par an, augmentent, le tourisme reste peu rentable étant donné la nécessité d'importer toutes les denrées. La principale source de devises reste les remessas, les envois de fonds des expatriés. Récemment, l'afflux de milliers de Cubains tentant d'atteindre la frontière américaine après un long détour terrestre par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale a provoqué une crise diplomatique entre le Nicaragua et le Costa Rica et une alerte humanitaire. Argentine, le nouveau gouvernement argentin a annoncé mercredi 16 décembre la levée du contrôle des changes, mesure introduite en 2011. Cette décision met fin à un casse-tête pour les entreprises désirant importer et les particuliers souhaitant épargner. Le nouveau président de centre droit, Mauricio Macri, qui a succédé le 10 décembre à Cristina Kirchner, au pouvoir depuis 2007, en avait fait une promesse de campagne. La mesure permet le rétablissement d'un taux de change libre entre le dollar et le peso. Elle devrait entraîner une dévaluation de la devise argentine, a reconnu le ministre. Le gouvernement précédent soutenait sa monnaie. L'ancienne chef de l'État avait imposé ce dispositif il y a 4 ans afin de freiner une fuite des devises affaiblissant les réserves de la Banque centrale de la République argentine, la BCRA. Le contrôle des changes obligeait les particuliers voyageant à l'étranger à acheter des devises au marché noir. Les entreprises étaient limitées dans leurs importations, par exemple pour des pièces détachées dans le secteur automobile, la machinerie industrielle, le matériel médical ou électronique. L'objectif pour le nouveau gouvernement est de relancer les exportations et d'afficher des mesures rassurantes pour attirer des investissements étrangers. Haïti, plusieurs milliers d'opposants ont manifesté à Port-au-Prince mercredi 16 décembre contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre, dénonçant un coup d'État électoral par le pouvoir en place. Selon les résultats publiés le 24 novembre par le Conseil électoral provisoire, le CEP, le second tour du scrutin opposera le 27 décembre Jovenel Moïse, candidat du parti au pouvoir, à Jude Célestin de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, l'AP. L'opposition conteste fermement ces résultats et critique l'ingérence de la communauté internationale qui a fourni une aide financière substantielle pour l'organisation de ces élections. Les accusations de fraude se sont multipliées au fil des jours qui ont suivi le scrutin et l'organisation du second tour de la présidentielle le 27 décembre semble incertaine face aux nombreuses contestations. Le Sénat, composé d'un tiers seulement de ses membres, en raison du retard pris sur le calendrier électoral, a écrit au président Michel Martelly pour lui demander que soit suspendu le processus électoral jusqu'à ce qu'une commission de vérification ou d'évaluation fasse la lumière sur les nombreuses allégations de tromperie. Retour en Guadeloupe, je vous propose à présent de découvrir un portrait, celui d'une fleuriste installée sur la place Gourbert à Pointe-à-Pitre depuis 1972. Elle vend d'ailleurs des fleurs depuis 59 ans et demain, comme chaque année, elle se rendra au CHU pour égayer les chambres des enfants malades. Un personnage haut en couleur que tout le monde appelle Mamie. Rencontre avec Éric Pommier. Depuis 4 ans, cette fleuriste installée place Gourbert à Pointe-à-Pitre et que tout le monde appelle Mamie a un rituel, offrir des fleurs aux enfants hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre. Ça m'est venu un jour, ils voulaient des fleurs, ils n'avaient pas d'argent et il y avait un tas de malades qui n'avaient rien pour la Noël. Alors j'ai fait une trentaine de bouquets et de petites compositions. J'ai donné à la fille qui est venue me demander et depuis je continue à les donner.
Ici, tout le monde connaît Mamie pour sa générosité, pour preuve, les 60 compositions florales qu'elle met à la disposition des enfants malades. Une action indispensable, rajoute cette mère de 17 enfants, touchée depuis 4 ans par la sensibilité et la détresse de ces jeunes malades. Mais tu sais, ça m'a touché un petit peu, comme je sais, il fait deux chemins. Soit on est malade, soit on est gay. Alors, je suis une mamie qui comprend et qui peut supporter les douleurs. Mamie n'est pas qu'une simple fleuriste, elle a été élue Super Mamie Guadeloupe en 2004 et Super Mamie France la même année. Mieux, cette mamie nationale est la lauréate du Grand Prix des fleurs coupées à Dijon, Grand Prix qu'elle a remporté à 5 reprises. Et puis quand Mamie n'est pas parmi ses fleurs, on la retrouve à la Route du Rhum, au Salon de l'Agriculture ou à la Foire de Paris. À 73 ans, cette native de la commune de Baïf, dès 2016, va à nouveau chausser ses talons pour défiler avec le groupe carnavalesque Atouband de Petit-Bourg. Mamie, dame de cœur, mais avant tout dame de fleurs. Moi, je suis née dans les fleurs depuis petite fille. On plantait les fleurs en pot et comme j'ai été élevée à Matouba, à Papaye, avec les Indiens de Matouba, Saminadin, Minachi et tout ça, ils plantaient les fleurs, ce sont eux qui vendaient les fleurs avant au marché. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à vendre des fleurs avec ma maman et après mon mariage, je suis montée vers nous Petit-Bourg, j'ai planté des fleurs et jusqu'à maintenant, je vends des fleurs. Bonne nouvelle, elle a transmis son virus à bon nombre de ses progénitures. Plus que quelques jours avant Noël et on va s'intéresser ce midi à ce qu'il y aura dans vos assiettes dans quelques jours. Une chose est sûre, la tradition l'emporte, mais où les Guadeloupéens vont-ils faire leurs courses pour les repas de fête de fin d'année? Au marché, en supermarché et pour quel budget? L'enquête est signée Richard Scott Tamar. Viande de porc, pois d'Angole, igname, sirop de groseille, jambon de Noël et autres plaisirs du palais sont à l'honneur en cette période de fête. Le repas traditionnel se prépare dans les paniers de la ménagère. Les grandes surfaces, comme à leur habitude, proposent des promotions sur des produits ciblés. Le consommateur, lui, a le choix. Marché traditionnel ou supermarché. Oui, c'est sûr. C'est un repas à ne pas manquer. C'est le repas traditionnel de Noël. Tout le monde adore les ignames, la viande de cochon. Un bon budget pour Noël, c'est au moins 200-300 €. Oui, pour bien manger, bien boire aussi. Oui, voilà. De 100 € à plus de 500 €. Les budgets consacrés au repas de Noël sont divers. Les produits que l'on trouve aussi. 1 kilo de pois d'Angole d'origine guadeloupéenne sur le marché vous reviendra à 8 € le kilo. Alors que surgelé, le même produit importé du Chili revient seulement à 2,88 €. Pour Noël, mes prends, je les récolte pendant l'année. Depuis l'année dernière, j'ai mes prends dans mon congélateur, des secs, des vertes. Je préfère préparer les secs parce que c'est excellent après la cuisson. Je ne sais pas si c'est l'âge qui m'a amené à la raison, mais avant, on courait après des promotions, tout ce qui sortait, on achetait. Mais là, c'est ce dont j'ai besoin que j'achète. Le repas de Noël reste un moment privilégié des Guadeloupéens, consacré à la famille et au partage. À présent, je vous propose de parler littérature avec notre invité ce midi. Bonjour Robert Romney. Bonjour. Alors, vous êtes né à Saint-Martin. Vous avez notamment été inspecteur pédagogique régional d'anglais dans les académies de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous avez également été représentant du recteur à Saint-Martin. Vous êtes aussi officier des Palmes académiques et chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et vous êtes donc actuellement en Guadeloupe pour dédicacer votre livre ce week-end. Alors, excusez par avance mon accent. Votre livre s'intitule From Saint-Martin, Talk to Standard English. Alors, pourquoi avoir écrit un livre sur l'anglais saint-martinois? Oui, juste un petit rectificatif, hein, c'est-à-dire que j'étais effectivement représentant du recteur à Saint-Martin, mais avant tout, je reste avant tout un linguiste. Hein. C'est le plus important, c'est pas seulement inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'anglais. Okay, d'anglais, je tiens à préciser. Donc, c'est From St. Martin Talk to Standard English. Voilà. Okay, très bien. Beaucoup mieux que moi. Non, c'est bien, c'est bien. Oui, donc, ce livre, ce deuxième volume, ou ce deuxième opus, n'est que la suite d'un premier qui est sorti il y a 3 ans, qui s'appelait St. Martin Talk. Là, dans le premier, c'était juste un constat de l'anglais de Saint-Martin. Je voulais uniquement présenter cela, puisque malheureusement, on n'a jamais tenu compte de cette langue qui est parlée à Saint-Martin,
pour beaucoup, ou des gens de passage, ou même ceux qui ont exercé à Saint-Martin. C'était une langue bâtarde, une langue, comment dirais-je... Qui avait un peu mauvaise réputation, on peut dire ça. Et avec des termes assez péjoratifs, du genre de broken English, un terme qui n'existe nulle part, mais j'entendais ça, ou carrément en créole, anglais banane. Donc, je veux la réhabiliter et montrer qu'il faut absolument aller vers le parler saint-martinois comme ailleurs. Chaque île, dans chaque île, il y a un parler. Si vous voulez, on pourrait revenir là-dessus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre, dans ce deuxième opus? On retrouve notamment des proverbes, des expressions, il y a également la prononciation aussi, un lexique aussi par thème. Oui, écoutez, dans ce deuxième volume, je vais vous dire tout d'abord, que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, j'ai voulu avant tout compléter un travail. Un travail inachevé, puisque vous avez dit tout à l'heure que j'ai été représentant du recteur à Saint-Martin, mais malheureusement, vous savez, c'est pas en 2 ans qu'on peut absolument conduire une vraie politique, asseoir, mettre des assises d'une politique linguistique forte. Donc, en présentant dans ces 2 opus, c'est ce que je voulais faire avec un groupe de Saint-Martinois sur place, c'est-à-dire un groupe de réflexion, une sorte de think tank, c'est le terme est gardé aussi en français, des gens de Saint-Martin, une sorte de mini-académie, des gens qui seraient là pour protéger la langue, protéger ce parler saint-martinois. Alors, il y a également une note d'humour quand même, parce que je pense notamment vers les dernières pages. Vous faites même un lexique des termes un petit peu plus grossiers aussi. Oui, je ne dirais pas des termes grossiers, disons les termes qui font partie du vécu quotidien de chacun. Et ce sont des termes, cet aspect m'a été un peu inspiré par un ouvrage qui est sorti dans les années 1968, ouvrage sorti par un journaliste, donc une de vos collègues, qui s'appelait Adrienne. Je vous le conseille, ça s'appelait The Gimmick. Et Adrienne a remarqué à l'époque que beaucoup d'anglais, beaucoup de Français qui avaient un anglais laborieux, d'érudits, qui avaient beaucoup étudié, se retrouvaient dans une société, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, et ne comprenaient pas l'aspect argotique qui est fait, effectivement, d'expression, ce genre d'expression, mais j'ai mis, entre parenthèses, c'est pour ça, des expressions à ne pas utiliser, mais qu'on entend. Qu'on entend quand et même. Tout professeur à Saint-Martin, venant à Saint-Martin, et c'est pour ça, c'est l'objectif aussi. Oui, parce que c'est aussi pour les professeurs, finalement. C'est à l'intention, à l'intention des professeurs d'anglais de la Guadeloupe, la Martinique ou de métropole, pour qu'ils arrivent à décoder le parler saint-martinois, montrer qu'il y a une certaine logique, il y a une grammaire, une syntaxe, c'est-à-dire, mais que la grammaire et la syntaxe, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, en fait, dans toute langue, c'est l'aspect, c'est la charge culturelle. Alors, où pourra-t-on vous retrouver ce week-end, puisque vous serez à 2 endroits. Tout d'abord, demain, vous serez à la librairie Jazor pour dédicacer ce livre que je vais remontrer donc à l'antenne. Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. L'occasion m'est donnée de le dire haut et fort que la librairie Jazor m'a invité à la signature de cet ouvrage samedi, à compter de 10h à la librairie Jazor, à la librairie générale à Pointe-à-Pitre. Et le lendemain, le 20, ce sera à la foire. Jouet tradition. Jouet tradition de Jarry, au stand toujours chez Jazor. Merci Robert Romney d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. On va parler de sport maintenant avec la Ligue guadeloupéenne de futsal qui va participer pour la première fois à un tournoi dans la Caraïbe, une ambition qui a été présentée hier après-midi à la Ligue de football. 10 joueurs feront partie du voyage, ce sera à Cuba. Le reportage d'Éric Pommier. Ligue de football, 16h30 cet après-midi, ces 2 hommes sont concentrés sur le programme de la Caribbean Football Union Tournament, un tournoi auquel participe une délégation de Guadeloupe en janvier 2016 dans la Caraïbe, une grande première.
Mario Cancel sera l'un des coachs du dispositif dont la mission pour cette belle première aventure sera de constituer une équipe taillée pour la circonstance. Alors on est aujourd'hui en phase de préparation, de présélection pour le tournoi de futsal de la CONCACAF. Nous partons normalement pour le mois de janvier. Donc là nous sommes encore au tout début de la préparation. Benoît Lacazette aura la double casquette, à la fois footballeur et entraîneur. Il sait que ce voyage sera l'occasion de tester le niveau des joueurs de futsal de Guadeloupe. On est conscient qu'on a des failles, qu'on aura des difficultés, mais si justement on va pas au-devant de ça, on ne pourra jamais les résoudre. Donc autant aller se confronter à ce qui se fait de plus grand par rapport à nous pour justement resserrer l'écart. Premier match pour la Guadeloupe le 22 janvier contre l'équipe de la Jamaïque. Suivra la rencontre contre Cuba le 23 janvier, puis contre le Saint-Martin le lendemain. Pour l'heure, 10 joueurs seront du voyage, une délégation qui sera officiellement connue dès le début de l'année 2016. On va reparler culture avec cette exposition qui se tient en ce moment à l'auberge de la Vieille Tour au Gosier, une exposition intitulée « Le Maître des Mystères » par l'artiste peintre guadeloupéen Jocelyn Aquaba Matignon. Il s'agit d'art maya. Le vernissage avait lieu hier soir. Le reportage de Richard Scott Tamar. L'auberge de la Vieille Tour accueille l'exposition de Jocelyn Aquabi Matignon, une exposition aux influences amérindiennes, fortement inspirée par l'art pictural maya. Jocelyn Aquaba Matignon est un artiste singulier dans le microcosme de l'art pictural antillais. Son travail artistique mélange différents styles et différents matériaux. Alors bon, la pensée amérindienne, ça fait à peu près une dizaine d'années. Alors quand je dis pensée amérindienne, c'est tout le continent américain, du nord au sud, mais plus spécifiquement le monde maya. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vivant en Guadeloupe, je suis guadeloupéen, j'ai tout de suite constaté que la Guadeloupe faisait partie, à une certaine époque, du monde maya. C'était des îles qui dépendaient de la sphère d'influence maya. Donc j'ai fouillé un peu tout ça, voilà, par des lectures, par des voyages, etc. Je suis allé au Guatemala et tout ça, ça a levé d'autres questions, lesquelles il y a eu des réponses. Et puis par la peinture, j'ai tenté de questionner l'invisible, parce que la peinture c'est ça, c'est questionner l'invisible. Et puis voilà, le cheminement s'est poursuivi et il se poursuit toujours. L'art maya est considéré par certains comme étant le plus sophistiqué et le plus beau de toute l'Amérique précolombienne. Cette base artistique sur laquelle Jocelyn Aquaba s'appuie pour proposer son œuvre, que l'on pourrait définir comme une forme moderne d'art amérindien qui utiliserait des matériaux atypiques, donnant à l'ensemble de l'œuvre, en plus d'une portée picturale, un véritable questionnement sur ce qu'est l'art moderne amérindien. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Des travaux sur le réseau ont lieu depuis ce matin à Pointe-à-Pitre. La distribution de l'eau potable qui est donc interrompue dans les zones de Chemin Neuf et Raphaël-Cipolin. Retour à la normale prévue en fin d'après-midi. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Au programme, beaucoup de soleil sur l'ensemble de notre département. Les températures afficheront entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site, le www.alizé.com. Dans quelques instants, Minute Sport suivi d'une météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi de petits secrets entre voisins. Pour l'information locale et régionale, je vous retrouverai ce soir à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.